Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Laurent Rios, dans la société Biovitis, donc je vais animer la première session. Donc, la session biodiversité microbienne et sélection de souches d'intérêt. Donc, au cours de cette session, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui nous présenteront la sélection et les dynamiques d'évolution de flore microbienne d'intérêt pour l'œnologie, pour l'industrie fromagère, mais aussi pour le développement de probiotiques. Donc, la journée est tendance, donc je demanderai aux intervenants de respecter les 15 minutes qui leur sont accordées. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le premier intervenant. C'est Monsieur Hervé Alexandre, donc de l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Jules Guyot de l'Université de Bourgogne. Donc, qui va nous présenter la sélection de levures œnologiques non Saccharomyces. Donc, Monsieur Alexandre, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter un sujet qui intéresse beaucoup d'industriels et de laboratoires de recherche actuellement, de par les potentialités des différentes levures non Saccharomyces dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment sur la sélection de ces flores, je souhaitais rappeler un peu comment se passe une fermentation naturelle. Il y a à peu près 3 semaines maintenant, on rentrait des raisins dans les caves. Le jus est pressé et dans le jus, on va trouver une multitude d'espèces de levures différentes. Quand je dis une multitude, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les sols, évidemment, mais là, on va trouver entre 10 et 15 espèces, voire plus, de levures différentes. Ces espèces sont présentes à des concentrations de l'ordre de 10,2, 10,4 cellules par millilitre et elles vont commencer à se multiplier pour atteindre des populations qui vont de l'ordre de 17, 18 cellules par millilitre. Mais au cours de cette multiplication, il va y avoir une production de certains nombres de métabolites, le plus connu étant évidemment l'alcool, et il va y avoir une disparition de beaucoup d'espèces au cours de cette fermentation alcoolique pour finir avec 1, 2 ou 3 espèces en milieu de fermentation alcoolique. Et en fin de fermentation alcoolique, on va se retrouver avec une espèce majoritaire qui généralement est Saccharomyces cerevisiae. Quand je dis une espèce majoritaire, ce n'est pas une fermentation monoclonale, c'est une fermentation polyclonale, c'est-à-dire qu'on va retrouver différentes levures de Saccharomyces cerevisiae en fin de fermentation alcoolique. Donc, ce que l'on peut retenir sur cette dynamique des populations au cours de la fermentation alcoolique, c'est que d'une part, on a en présence de multiples espèces en début de fermentation alcoolique, qu'on a un appauvrissement de la biodiversité au cours de cette fermentation alcoolique, mais avec des espèces qui cofermentent pour finir en fin de fermentation alcoolique avec essentiellement du Saccharomyces cerevisiae. Alors, on trouve différents types de levures. On va trouver des levures aérobies qui, de par leur métabolisme particulier, vont disparaître du milieu assez rapidement. Ensuite, on va retrouver des levures apiculées à faible capacité fermentaire, donc qui vont pouvoir se maintenir dans le milieu pendant un certain temps et généralement disparaître. Et enfin, on va retrouver des levures à métabolisme fermentaire qui, elles, peuvent persister plus ou moins longtemps dans le milieu. Alors, pourquoi Saccharomyces cerevisiae domine dans le milieu? Pourquoi c'est elle qui, finalement, s'implante? C'est pour différentes raisons. Il y a une meilleure tolérance à l'alcool. Il y a une meilleure tolérance aux sulfites. Les sulfites, c'est un des constituants qui est utilisé en vinification, notamment pour éviter l'oxydation des jus, mais pas seulement. Il y a un taux de croissance plus élevé, c'est-à-dire qu'elle se multiplie plus rapidement. C'est une levure fermentaire. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, on a des interactions entre micro-organismes, notamment les levures produisent des toxines killers qui leur permettent d'éliminer les concurrents et de s'implanter dans le milieu. Et il y a d'autres métabolites qui vont participer à l'élimination des flores naturellement, de certaines espèces naturellement présentes et de permettre la dominance de Saccharomyces cerevisiae. Alors malgré tout, les gens se sont quand même intéressés à ces flores non Saccharomyces cerevisiae, mais historiquement, la façon de l'approche que les chercheurs avaient, c'est on prend la flore, on l'étudie de façon isolée et on regarde ce qui se passe. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que la plupart
des fleurs non Saccharomyces cerevisiae produisent beaucoup d'acide acétique. On ne cherche pas à faire du vinaigre. Elles produisent beaucoup d'acétaldéhyde, qui est un marqueur d'oxydation, donc avec des odeurs de noix, qui n'est pas recherché non plus. Elles produisent de l'acétoïne, qui est un précurseur d'arômes indésirables. Elles produisent de l'acétate d'éthyle, qui est sur la colle scotch. Et enfin, certaines espèces produisent des vinylphénols ou éthylphénols, qui s'apparentent à des odeurs d'écurie et de sueur de cheval. Donc autant vous dire que, compte tenu des caractéristiques organoleptiques des non-Saccharomyces cerevisiae étudiées comme telles, eh bien, pendant très longtemps, les chercheurs ont dit que c'était vraisemblablement des organismes indésirables pour la fermentation alcoolique. Ces croyances étaient basées sur le fait que les levures sont faiblement fermentaires, sensibles à l'alcool, sensibles au sulfite, qu'elles disparaissent au cours de la fermentation alcoolique et qu'elles produisent beaucoup d'acidité volatile. Donc, toute la recherche s'est focalisée, enfin une grande partie de la recherche s'est focalisée sur la sélection de Saccharomyces cerevisiae, qui était la levure fermentaire et la levure modèle, pour laquelle on avait également le plus de connaissances. Et donc, il y a beaucoup de sélections qui se sont faites sur des critères que l'on garde encore actuellement. Donc, on a notamment un départ en fermentation rapide, c'est-à-dire qu'on demande aux levures de démarrer rapidement la fermentation pour éviter que les autres se développent. On leur demande une fermentation régulière, de finir la fermentation, pas de sucre résiduel, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des sources de carbone potentiellement utilisables par des levures d'altération. On leur demande d'avoir des caractéristiques fermentaires prédictibles et reproductibles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas qu'un millésime, elle fonctionne, et que le millésime d'après, elle ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que ce sont des programmes de sélection qui prennent plusieurs années. On leur demande bien sûr une bonne tolérance à l'alcool et à la température, et enfin une faible production d'acide acétique, d'H2S, et de SO2, puisque les levures produisent naturellement des sulfites. Pour certaines applications particulières, on demande aux levures d'avoir des propriétés de flocculation, et puis on leur demande d'avoir le caractère killer. Donc voilà les critères qui sont utilisés pour la sélection de souches Saccharomyces cerevisiae. D'accord ? Et donc en se basant sur ces critères, depuis les fin des années 70 jusqu'à maintenant, uniquement pour le domaine œnologique, il y a 300 souches de levures qui ont été sélectionnées, qui sont au catalogue des différentes entreprises commerciales. Cependant, les gens continuent à travailler sur les non-Saccharomyces, et notamment à étudier la dynamique des populations, et ils ont commencé à s'apercevoir, notamment par l'utilisation de techniques plus fines, que finalement on avait des non-Saccharomyces cerevisiae. Bon. Vous verrez que sur les graphes, en fait, il y a des non-Saccharomyces qu'on appelle Cloquera piculata, Candida stellata, qui persistent pendant les premiers jours de la fermentation jusqu'à, pour Cloquera piculata, qui se maintient à 2-4% d'alcool, et ensuite qui disparaît, et pour Candida, qui se maintient jusqu'à 6-8% d'alcool et qui ensuite disparaît. Donc ces études, et de la même manière que l'étude de Hierro montre qu'on a un maintien des populations jusqu'à la fin de la fermentation alcoolique, même si les niveaux sont relativement faibles, ces études ont commencé à montrer... Merci. Donc ces études ont commencé à montrer que, en fait, il y avait une persistance de la flore non Saccharomyces cerevisiae au cours de la fermentation alcoolique. Puisqu'on voit ici que jusqu'au 6e, 7e jour, à des populations faibles, on a cette flore qui est présente. Ce qui montre, contrairement aux idées reçues, c'est que finalement, au cours d'une fermentation alcoolique naturelle, on a une cofermentation, pas uniquement de Saccharomyces cerevisiae, mais également d'autres espèces de levures qui sont présentes et qui donc vont participer, évidemment, au profil aromatique du vin en finale. À partir de ces données, donc les gens ont commencé également à s'interroger sur l'utilisation exclusive de Saccharomyces cerevisiae pour faire des vinifications, en se disant finalement, est-ce qu'il ne va pas y avoir une harmonisation, une standardisation des vins lorsqu'on utilise une seule souche de Saccharomyces cerevisiae par rapport à ce qui se passe dans la nature. Partant de cette question, des gens commencent à étudier, à comparer en tout cas des vins réalisés avec des levures dites sauvages ou indigènes, et puis ensemencés avec une souche sélectionnée. Et évidemment, on voit ici sur ce graphique qu'on n'a pas le même type de vin. Donc ici, on a les composés
aromatiques qui sont produits au cours d'une fermentation naturelle par rapport à les composés qu'on retrouve lorsque c'est ensemencé avec EC11-18. Donc ça fait partie des premières études qui montrent en fait qu'on n'obtient pas le même type de vin, évidemment, parce qu'on a des profils aromatiques différents entre une fermentation conduite naturellement par rapport à une fermentation sélectionnée. Et puis on commence à avoir des discours qui disent que finalement, en fermentation naturelle, on a des vins plus complexes, plus structurés, plus typiques. Donc, les gens commencent à s'intéresser à savoir pourquoi on avait des vins plus complexes, qu'est-ce qui différenciait une fermentation naturelle ou conduite avec des flores, des espèces différentes par rapport à une flore sélectionnée. Et évidemment, il y a le métabolisme propre de la levure qui fait qu'elle va produire des composés volatiles différents, mais il y a également des activités enzymatiques différentes. Et notamment, je vous ai donné un exemple ici, c'est la production de 3-mercaptohexanol. Le 3-mercaptohexanol est produit notamment à partir de précurseurs cystéinylés. Et ça veut dire qu'il faut une activité enzymatique de ce précurseur pour libérer le 3-mercaptohexanol. Cette activité, c'est la cystéine bêta-lyase, qui est une activité qu'on retrouve dans les levures, mais qu'on retrouve à des niveaux différents en fonction des types de levures. Et on voit ici que Metschnikovia pulcherrima, par exemple, possède une activité cystéine bêta-lyase qui est supérieure à Enseniaspora uvarum. Mais ce que l'on voit également dans cette étude, c'est qu'il y a une forte diversité intraspécifique en ce qui concerne l'activité cystéine bêta-lyase. Donc, en fait, les levures non Saccharomyces cerevisiae ont également un intérêt de par les activités enzymatiques, en plus de ces activités de production de métabolites différents. Donc, on s'est intéressé, bien entendu, nous aussi également, à ces non Saccharomyces cerevisiae, mais le problème des Saccharomyces cerevisiae, c'est effectivement une complexité aromatique, mais ça n'empêche qu'il y a quand même une faible tolérance à l'alcool. C'est les levures non fermentaires qui produisent de l'éthanol et l'acide acétique. Donc la solution, c'est dans le réservoir important de biodiversité au niveau du raisin, c'est de chercher à sélectionner des flores qui peuvent avoir un intérêt technologique en œnologie. Et de les associer soit en coculture, soit en culture séquentielle avec Saccharomyces cerevisiae, qui serait la levure finisseuse. Et donc, dans ces conditions, on imite un peu ce qui se passe dans la nature en associant des non-Saccharomyces cerevisiae avec des Saccharomyces cerevisiae. Donc, c'est ce que nous avons fait au laboratoire et d'autres équipes l'ont fait également. Et quand on associe, par exemple, Saccharomyces cerevisiae avec Torulaspora delbrueckii, on a une réduction de l'acidité volatile des vins lorsqu'on utilise un processus séquentiel. En coculture, on peut avoir une amélioration du profil aromatique des vins quand on a une coculture avec Candida stellata, ou une augmentation des thiols volatiles avec un process séquentiel avec Pichia cluiveri. Donc on voit là encore que les cocultures ou les cultures séquentielles peuvent modifier le profil aromatique des vins. Donc on a à disposition un vrai levier pour modifier à façon le profil aromatique des vins. Donc, au laboratoire, donc, on a un doctorant, Sadou Dimouand, qui a travaillé sur ces levures non Saccharomyces cerevisiae, qui a comparé les profils aromatiques, donc en culture pure ici, et puis en coculture. Donc ici, on a le Candida zemplinina, qui est caractérisé par une production notamment de lactone et de terpènes, alors que cerevisiae ici, classiquement, est caractérisé par une production d'ester et d'alcool supérieur. Et on a ensuite Metschnikovia pulcherrima seul ou Torulaspora delbrueckii. Qu'est-ce que l'on constate ? On constate que quand on met une non-Saccharomyces cerevisiae avec une cerevisiae, ici vous avez cerevisiae seul, Candida zemplinina seul, et bien quand vous les mettez toutes les deux ensemble, vous avez un profil composite qui ne correspond pas à l'addition du profil aromatique de Candida zemplinina avec celui de Saccharomyces cerevisiae, mais un profil composite qui est lié en fait aux interactions qui interviennent entre les deux micro-organismes et qui va modifier le métabolisme à la fois de Saccharomyces cerevisiae et à la fois de Candida zemplinina. Quand on a Metschnikovia pulcherrima ici seul et cerevisiae seul, on voit que quand on les met ensemble, on obtient là encore un autre profil aromatique avec évidemment une certaine dominance de cerevisiae puisque les deux profils sont plus proches. Donc c'est tout l'intérêt en fait de ces cocultures contrôlées, réalisées à partir de flores qui ont été sélectionnées,
Donc dans cette étude, ça n'apparaît pas dans ce diagramme, mais en fait, il y a eu des centaines de souches qui ont été isolées, qui ont été testées sur des critères spécifiques œnologiques pour leur intérêt technologique, et une fois la sélection réalisée, qui ont été mis en cofermentation avec Cerevisier pour voir le produit final. Alors d'un point de vue sensoriel, eh bien, ici on a du gras, du volume pour Mechnikova seul. Cerevisier est caractérisé par la pêche, et on voit que quand on les met tous les deux ensemble, on a ce profil-là qui se rapproche de celui de Cerevisier, mais qui est différent. Donc on voit bien en fait qu'on a quand même un profil qui est conduit essentiellement par Saccharomyces cerevisiae, et toute la difficulté va être d'utiliser les potentialités de Mechnikovia pour obtenir un profil différent. Donc toutes ces études ont conduit à la commercialisation par notamment Chris Hansen, qui est leader dans le domaine de cocktails de levure, donc pour l'œnologie, avec des non-Saccharomyces cerevisiae et cerevisiae. Il y a d'autres perspectives à cette étude, notamment actuellement il y a une demande sociétale pour avoir des vins avec des teneurs réduites en alcool. Donc il y a des procédés physiques qui permettent de réduire ces teneurs en alcool, mais il y a également des procédés biologiques, et notamment l'utilisation de non-Saccharomyces cerevisiae, parce que ce sont des levures qui ont un rendement fermentaire qui est moindre que celui de Cerevisier, et on voit ici qu'on peut réduire le taux d'alcool de 22% avec certaines non-Saccharomyces cerevisiae. Donc il y a là encore une autre application potentielle de ces levures. Mais le challenge futur qui attend les industriels, et qui, s'il n'est pas résolu, sera un frein à la commercialisation et au développement de ces cocktails de levure, c'est la connaissance des interactions entre ces micro-organismes. Quand on met un micro-organisme dans un jus de raisin, le jus de raisin n'est pas stérile, il sera en compétition avec une flore qui est déjà présente. Et si on ne répond pas à cette question, on n'arrivera pas à maîtriser les fermentations avec des non-Saccharomyces cerevisiae. Et c'est tout l'enjeu que l'on est en train d'essayer de conduire au laboratoire, c'est-à-dire qu'on utilise ces interactions pour savoir comment les levures interagissent les unes avec les autres. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je souhaitais remercier donc les gens qui ont participé donc à l'étude de Mohand, notamment donc le doctorant Mohand Sadoudi, et puis les co-encadrants, donc Sandrine Rousseau et Raphaël Tourdeau-Maréchal. Merci de votre attention. Donc merci Monsieur Alexandre. Donc malheureusement, nous n'avons pas l'opportunité de goûter les différents vins ce matin, mais on a quelques minutes pour poser quelques questions si vous voulez. Bon, mais je vais démarrer la première question. Donc là, on a vu qu'il pouvait y avoir une complexité pour les micro-organismes au sein des différents vins. Donc il y a des interactions entre ces micro-organismes. Est-ce que le fait d'utiliser différentes levures en technologie, comme ça, est-ce qu'on peut avoir après un impact au niveau de la flore intestinale directement lorsqu'on va consommer ce vin? Puisque là, il y a vraiment des interactions... Alors ça n'a pas du tout été étudié, et en fait, il y a peu de chance, puisque en fait, le vin, une fois qu'il est mis en bouteille, il n'y a plus de micro-organismes dedans. Donc en fait, ce que vous ingérez, c'est le résultat du travail des micro-organismes, des métabolites, mais il n'y a pas de micro-organismes. D'accord, donc a priori, il n'y a pas trop de risques. Donc, on peut continuer à en consommer. Voilà. D'accord. Une petite question? Bon, on pourra revenir sur des questions à la fin de la session si vous le désirez.